Son histoire débute il y a plus de 2000 ans. Fils d'un roi de Macédoine, il va devenir le plus illustre conquérant de l'Antiquité. Son nom, Alexandre le Grand. On n'imaginait pas qu'un homme puisse tenter de conquérir le monde entier et soit à deux doigts d'y parvenir. Alexandre le Grand ne s'est pas contenté de fonder un empire immense, allant de la Grèce aux rives de l'Indus. Un général qui était aussi explorateur, c'était inédit. Alexandre le Grand est le premier souverain européen à avoir exploré le monde connu dans le but de le conquérir. Rares sont les hommes à avoir autant influencé le cours de l'histoire qu'Alexandre le Grand. Dès sa naissance, la vie d'Alexandre est entourée de nombreuses légendes. L'avènement de ce souverain exceptionnel aurait été annoncé, dit-on, par des signes divins. Olympias, sa mère, est une princesse de la tribu des Molosses. Son union avec Philippe II, roi de Macédoine, est un mariage de raison. Quatrième épouse du souverain, elle doit lui donner enfin un fils qui serait l'héritier du trône. Alexandre naît en juillet 356 avant notre ère. Bien qu'il soit deuxième dans l'ordre de succession, c'est sur lui que repose l'avenir de la Macédoine. Alexandre, je rends grâce aux dieux pour ta naissance. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, la Grèce connaît de grands bouleversements. La vie quotidienne est dominée aussi bien par la volonté de progrès que par la croyance dans les divinités. Les grandes cités sont les creusets du développement de la civilisation grecque, avec à leur tête Athènes. L'acropole y joue un rôle central, loin du royaume de Macédoine. La patrie d'Alexandre se trouve au nord du mont Olympe, où résident les dieux grecs. C'est une région aride et retirée. Les Grecs considèrent ce petit royaume avec mépris. À leurs yeux, la Macédoine est un pays arriéré aux mœurs barbares, sans grand avenir. Mais la situation évolue sous le règne du père d'Alexandre, le roi Philippe II. Il entend faire de la Macédoine une grande puissance. À cette fin, il modernise d'abord l'armée, puis conquiert une grande partie des territoires situés dans le nord de la Grèce. Cependant, les cités-États du sud du pays, Sparte, Corinthe, Thèbes et surtout Athènes, s'opposent à Philippe II. Aux yeux des Grecs, Philippe II fait figure d'ennemi, alors que lui considère leur civilisation comme une référence. S'appuyant sur l'idéal hellénique, le souverain encourage le progrès au sein de son royaume. La capitale, Pella, illustre particulièrement cette volonté de modernisation. Philippe II y fait transformer les édifices à l'architecture sobre en somptueuses résidences, dans le style des grandes cités grecques. C'est ici que grandit Alexandre, dans un environnement protégé. Il reçoit une éducation grecque tout en suivant les préceptes de la culture macédonienne. Dans le royaume de Macédoine, c'est la loi du plus fort qui prévaut, même pour le fils du roi. Seul celui qui parvient à s'imposer au combat a l'étoffe d'un souverain, à l'instar de Philippe, le père d'Alexandre. Bats-toi afin de mériter le respect de tes camarades, Alexandre.
es incapable d'assurer ta défense, pleutre. Viens là. Lâche-moi! Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Pardonne-moi, père. Tu ne dois jamais être faible, tu entends? Tu dois te montrer le plus fort dans tous les domaines. Arrête! Il n'est encore qu'un enfant. Ne te mêle pas de ça. La Macédoine a besoin de guerriers. Et que m'ont donné mes femmes? Le premier est simple d'esprit, et le second un pleutre. Mes amis et mes ennemis, tous se moquent de moi. Alexandre, Héphaïstion, montrez ce que je vous ai enseigné. J'en ai assez vu aujourd'hui. Was das persönliche Verhältnis von Philipp und Alexander En ce qui concerne les relations entre Philippe et son fils Alexandre, il est important de savoir que Philippe a été marié 7 fois, mais qu'en fin de compte, seuls 2 fils sont nés de ces unions. Le deuxième, Philippe Aridé, ne répondait manifestement pas aux exigences paternelles. Il souffrait, semble-t-il, d'un handicap physique. Et on le considérait aussi comme faible d'esprit. Alexandre était donc le seul fils digne de succéder à Philippe. Le prince héritier doit lutter avec acharnement pour être reconnu. Et on ne le compare pas uniquement à son père. Cette mosaïque de Pella représente Alexandre combattant un lion dans la pose d'Héraclès, fils de Zeus. Ce motif transmet un message fort. Le lion symbolise la lignée royale d'Alexandre et la pose inspirée d'Héraclès, ses origines divines. Les parents d'Alexandre prétendent être eux aussi d'origine divine. Dans l'Antiquité, les familles régnantes s'inventaient couramment une ascendance fictive, propre à justifier leur appartenance à la royauté. Le jeune Alexandre considère d'abord comme un fardeau ses ancêtres divins. Comment pourrait-il se montrer digne d'eux, alors qu'il ne parvient même pas à répondre aux exigences de ses parents ? Ne t'inquiète pas, mon amour. N'écoute pas ton père. Son cœur est dur comme la pierre. Je fais tout ce qu'il désire. Pourquoi le roi Philippe n'est jamais content de moi? Approche. Non. Non, il n'est pas déçu, il est jaloux. Il l'est parce que dans tes veines coule un sang bien plus noble que celui qui irrigue son corps. Mais tu ne peux pas dire ça, c'est quand même mon père. Je vais te livrer un secret. La nuit de ta conception, Alexandre, j'ai entendu le tonnerre. Et je me suis sentie comme frappée par la foudre. Mais tu es toujours vivante. Tu n'as pas compris. Zeus est venu en personne. Zeus est ton vrai père. Le roi Philippe le sait, il est terriblement jaloux de toi. Tout ce que nous savons au sujet d'Olympias indique qu'elle était une maîtresse femme. Elle a transmis cette force de caractère à son fils, ce qui crée un lien très fort entre eux. Le modèle dont s'inspire Alexandre est issu de la mythologie grecque. Le jeune garçon rêve d'être toujours le meilleur et de surpasser tous ses compagnons, à l'image d'Achille, le héros légendaire de la guerre de Troie. Achille joue un rôle primordial lors du siège de la ville de Troie. Invincible, il est réputé comme le plus valeureux des guerriers grecs. Patrocle, son meilleur ami, combat à ses côtés. Tous deux trouveront la mort lors d'une bataille contre les Troyens, mais ils passeront à la postérité grâce à leurs actes de bravoure. C'est l'un des plus grands philosophes grecs, Aristote, qui fait découvrir au jeune Alexandre l'histoire d'Achille.
Aristote a été appelé à Pella par le roi Philippe pour devenir le précepteur du prince héritier, alors âgé de 13 ans. Alexandre va tout apprendre de la culture hellénique. Techniques de combat, sciences naturelles, philosophie et littérature. Toutes les connaissances nécessaires à un futur souverain. En tête du programme figure l'Iliade, l'œuvre littéraire la plus illustre de l'Antiquité qui relate l'histoire de la guerre de Troie. Te souviens-tu du conseil du père d'Achille pour que son fils se comporte en homme? Il doit se montrer le meilleur et faire preuve de plus de discernement que les autres. Mon père aurait pu dire ça lui aussi. Peut-être que ton père est bien plus sage que nombre de gens ne le croient. Est-ce qu'Achille a vraiment réussi? Vois-tu, l'ambition d'Achille n'est en rien comparable à celle des gens ordinaires. Il était animé d'une véritable colère divine. C'est pour ça qu'il a vengé la mort de son ami Patrocle en traînant la dépouille de son assassin dans la poussière? Oui, en effet. Mais il a fait preuve d'humanité, en acceptant que le roi Priam emporte la dépouille d'Hector. Achille avait le choix. Il pouvait choisir entre l'anonymat d'une longue vie ou une mort prématurée et la gloire éternelle. Je ne la connaîtrai jamais. Pourquoi? Mon père ne me laissera rien. Avant que je puisse faire mes preuves, il aura conquis seul toute la Grèce. Il faut que je te montre quelque chose. Viens. Laisse-lui la Grèce. Tu as le monde entier devant toi. L'Empire perse qui s'étend jusqu'aux confins du monde, jusqu'en Inde. Leur roi a envahi la Grèce il y a plus de 100 ans. Il a détruit toutes nos cités. Et il a pris Athènes et mis le feu à l'Acropole. Et que s'est-il passé ensuite? Les Grecs se sont tous regroupés. Et ils ont mis en fuite les Perses. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Les Perses représentent toujours une menace permanente. Leurs soldats sont encore massés de part et d'autre de l'Hellespont. Ils stationnent à nos portes. Et même la tombe du valeureux Achille est entre les mains de ces barbares. Tu rêves d'obtenir la gloire éternelle. Rassemble les Grecs et emmène-les chasser les troupes perses. Ce serait là l'acte d'un héros. Aristote était un érudit qui avait des connaissances dans tous les domaines. Fils de médecin, il a fait découvrir à Alexandre la médecine, les sciences naturelles et bien sûr les textes d'Homère. Le jeune prince avait une grande soif d'apprendre. Cette éducation a évidemment joué un rôle essentiel lorsqu'il est devenu explorateur et admirateur d'Homère. Alexandre reçoit l'enseignement d'Aristote pendant 3 ans. Le philosophe dispense ses cours dans un cadre idyllique, une école qu'il a fondée dans un sanctuaire dédié aux nymphes, près de la localité de Mieza. Ce lieu est le berceau de la future élite de la Macédoine. La nature recèle de nombreux secrets, et la réflexion à elle seule ne nous permettra pas de les comprendre tous. Allez dans le monde extérieur et observez-les. Vous devez les ressentir, les toucher et mettre tous vos sens en éveil pour les explorer. Voyez ce que ça éveille en vous. Observer et comprendre. Regarde, une plume. Et là, le nid. Viens, allons prendre un œuf. Impossible d'y accéder, l'oiseau t'en empêchera et te crèvera les yeux. Il faut que tu l'obliges à quitter le nid. Et moi, je grimperai là-haut. C'est beaucoup trop dangereux. Mais Achille et Patrocle n'avaient peur de rien, eux. Allez, viens. Il faut toujours chercher à être le meilleur. Alexandre a fait sienne cette devise. Héphaïstion, son meilleur ami, le couvre tandis qu'il grimpe jusqu'au nid. Toute leur vie, les deux garçons resteront liés par une amitié indéfectible. Alexandre, l'oiseau revient, dépêche-toi de redescendre.
La limite entre courage et inconscience peut parfois s'avérer plus ténue qu'on ne le pense. Chaque action devra être parfaitement réfléchie avant d'être récompensée. N'oublie jamais cet enseignement. Alors l'œuf que je tiens en main est la preuve que je n'ai pas agi légèrement, mais avec une certaine bravoure. Ces mots sont bien plus sages que ton acte, Alexandre. Celui qui n'obéit qu'à ses pulsions agit en fait sans faire appel à sa raison. Fini pour aujourd'hui. Alexandre aurait dit à propos de son précepteur qu'il l'a aimé comme un père. Si Philippe II, son père biologique, lui a donné la vie, c'est Aristote qui lui a appris à mener une existence juste et droite. Au bout de 3 ans, la formation du jeune prince touche à sa fin. À l'école d'Aristote, il a noué des liens d'amitié avec des jeunes garçons de son âge et obtenu la reconnaissance qui lui manquait à la cour de son père. Qu'est-ce que ton père fait ici? Il cherche des chevaux pour la garde royale. Il me tarde vraiment de pouvoir chevaucher et combattre aux côtés du roi. Oui, toi peut-être. Mais tu crois vraiment que mon père m'appellera un jour à ses côtés? Que m'amènes-tu aujourd'hui? Un cheval destiné uniquement à un roi. Voici Bucéphale de loin la meilleure de toutes mes montures. Pourquoi l'avoir appelé Bucéphale? Ça signifie tête de bœuf. Certains prétendent qu'il se nomme ainsi à cause de la marque du fer, et d'autres affirment qu'il est aussi têtu qu'un bœuf. Un bien bel animal. Combien en demandes-tu? Il sera à toi pour 13 talents. Un prix élevé pour un cheval aussi fier. Laisse-moi l'examiner. Personne ne réussit à dompter l'animal. Alexandre y voit une chance de faire ses preuves. Il n'a pas recours à la force, mais à son sens aigu de l'observation, ainsi que le lui a enseigné Aristote. Je sais pourquoi Bucéphale est aussi nerveux. Pourquoi? Attends! Tu n'as pas vu que j'avais assez de juments rebelles? Que veux-tu que je fasse d'un étalon récalcitrant? Père! Je saurai le monter. Ne sois pas aussi vantard. Aucun cavalier ne le domine et toi, tu crois y arriver? Je t'en prie, laisse-moi essayer. Si je n'y arrive pas, père, je rembourserai ce qu'il a coûté. Bien, comme tu voudras. Je t'en offre 6 talents. Je ne voudrais pas que mon fils s'endette pour de nombreuses années. Ne crains rien, Bucéphale. J'ai compris que tu avais peur de ton ombre, mais je suis là. Tourne-toi. Tout doux. Regardez-le bien. C'est mon fils. Trouve un royaume à ta taille, mon garçon. La Macédoine est trop petite pour toi. Bucéphale, le cheval d'Alexandre, est l'animal le plus célèbre de l'Antiquité. L'étalon, qui devient vite le fidèle compagnon du prince héritier, l'accompagnera plus tard sur les champs de bataille. L'épisode du dressage de Bucéphale est sans doute une simple légende. Elle marque en tout cas la fin de l'enfance d'Alexandre et illustre ses qualités de meneur. De telles légendes permettent d'expliquer un événement particulier ou de présenter un personnage historique. Alexandre, ce jeune garçon, murmure à l'oreille des chevaux et arrive à se faire obéir par un cheval sauvage. Cette histoire illustre le charisme du futur Alexandre le Grand. Alexandre a maintenant 16 ans. Il est devenu un jeune homme robuste et bien bâti. Bientôt, sa vie va prendre un nouveau tournant. En 340 avant Jésus-Christ, l'héritier du trône atteint officiellement sa majorité et son père lui confie ses premières missions. En l'absence du roi Philippe, Alexandre devra dorénavant s'occuper des affaires du royaume.
Par ceci, je place mon royaume sous ta protection. Je te nomme également co-régent. Depuis que Philippe s'est rendu maître des côtes nord de la mer Égée, les Grecs du continent se sentent menacés. La puissante cité d'Athènes s'oppose à l'influence croissante de Philippe II. En effet, lorsque les Perses ont jadis incendié les temples de l'Acropole, les Macédoniens étaient du côté des assaillants. Un siècle et demi plus tard, l'Acropole resplendit d'un nouvel éclat, notamment grâce à l'édification du Parthénon. Il symbolise la position dominante qu'occupe la métropole antique. Au pied de la colline sacrée s'étend la cité d'Athènes, où vivent environ 80 000 personnes. La démocratie y est instaurée depuis longtemps. Les citoyens participent à la prise de décisions importantes. Le pouvoir absolu, tel qu'il existe en Macédoine ou en Perse, a été aboli en Grèce. Ce n'est pas avec des mots, mais avec des actes que nos pères et avant eux, les pères de nos pères, ont fait de nous des citoyens grecs libres. C'est en donnant leur sang qu'ils nous ont préservés de la tyrannie des Perses. Mais maintenant, la souveraineté d'Athènes se retrouve menacée par Philippe, le roi des Macédoniens. Mais ce sont les Perses qui, à l'époque, ont totalement détruit notre cité, et non les Macédoniens. C'est en amis, et non en agresseurs, que nous devrions les considérer. Et c'est pour cette raison que nous devrions nous unir à eux pour attaquer et réduire les Perses à néant. Mais les Macédoniens ne sont pas des Grecs, ce sont des barbares. Et tout comme nos ennemis les Perses, ils font preuve de vilainie. Si nous faisons alliance avec eux, cela équivaudra à faire entrer le loup directement dans la bergerie. Le conflit entre Athènes et la Macédoine s'intensifie lorsque Philippe II devient le protecteur attitré de Delphes. Le sanctuaire d'Apollon à Delphes est l'un des plus importants lieux sacrés aux yeux des Grecs. Investi de ses nouvelles fonctions, Philippe menace l'ancienne grande puissance grecque. Les élites d'Athènes ne supportent pas d'être éclipsées par cet arriviste venu de Macédoine. La Grèce cherche alors des alliés afin de stopper sa progression. Lorsque les cités d'Athènes et de Thèbes déclarent la guerre au roi Philippe, Alexandre et ses hommes décident de se joindre au combat. La plupart des proches compagnons d'armes du prince héritier sont ses amis d'enfance. Voici Kleitos, un combattant expérimenté. Parménion, ancien général de son père. Son fils Philotas, ancien condisciple d'Alexandre, tout comme Ptolémée. Et Héphaïstion, le meilleur ami du prince. Alexandre est impatient d'aller au combat. C'est la première grande bataille à laquelle il prend part, celle qui décidera de la suprématie de la Macédoine sur la Grèce. Les deux armées vont s'affronter dans la plaine de Chéronée. Alexandre est à la tête de la cavalerie royale pour un combat où l'honneur et la gloire des belligérants sont en jeu. Une bataille à la vie à la mort. Ce n'est pas toi qui disais que ton père ne nous laisserait aucune part de gloire? J'ai dû me tromper. À mon commandement! Tenez-vous prêts à partir à l'assaut! Un défi de taille attend Alexandre et ses cavaliers. Ce sont eux qui doivent lancer l'offensive. Comme Achille et Patrocle l'ont fait. Chacune des deux armées compte environ 30 000 hommes. La cavalerie royale, dirigée par Alexandre, livre un combat sans merci contre le bataillon sacré, corps d'élite redouté de l'armée thébaine. La destruction du bataillon marque le tournant du combat. Elle entraîne la déroute grecque et la victoire des Macédoniens. Le jeune héritier du trône a réussi son baptême du feu.
Alexandre est le héros de la bataille de Kéronée. Aux yeux des soldats, c'est lui qui les a menés à la victoire, même si elle a été possible avant tout grâce à la stratégie militaire mise en place par son père. Alexandre, qui commandait la cavalerie, était considéré comme l'acteur majeur de la victoire. Ce succès a bien sûr énormément accru sa réputation auprès des Macédoniens et d'une certaine manière auprès des Grecs aussi. Il avait l'étoffe d'un souverain. Le lion de Kéronée symbolise le courage des soldats grecs et thébains tombés face aux Macédoniens. À l'issue de la bataille, le royaume de Philippe II est la nouvelle grande puissance militaire en Grèce. Le roi de Macédoine négocie ensuite une alliance politique avec les représentants de toutes les cités-États, à l'exception de Sparte. Le but de cette alliance, appelée la Ligue de Corinthe, est de faire front commun contre l'ennemi juré, l'Empire perse. Sur la route du retour, Philippe fait halte à Delphes pour y consulter l'oracle. Le souverain souhaite savoir s'il est en mesure de vaincre son ennemi. En effet, le grand roi de Perse règne sur un immense empire, mais aussi sur la plus grande armée du monde. L'oracle est rendu par une prêtresse, la Pythie, qui officie au temple d'Apollon. Elle respire des vapeurs soufrées pour entrer en transe, accédant ainsi au monde des dieux qui transmettent leurs réponses par son intermédiaire. Telle est en tout cas la croyance répandue dans la Grèce antique. Si la personne qui vient consulter l'oracle est pauvre, la Pythie répond à ses questions par oui ou non. S'il s'agit de quelqu'un de riche, elle fait des prophéties plus détaillées qui restent toutefois très ambiguës. Elle dit « Couronné sera le taureau, il trouvera la fin, et voici venu l'homme qui va amener une victime. » L'oracle parle d'un taureau offert comme sacrifice aux dieux. C'est un signe, le signe évident de la mort prochaine du roi. Bien, mais quel roi? Quel roi trouvera donc la mort? Lequel? Est-ce le roi des Perses? Ou Philippe? Les prêtres de Delphes sont chargés d'interpréter l'oracle et déterminent quel message ils transmettront au roi de Macédoine. Plus la rémunération des prêtres est élevée, plus la réponse fournie correspond aux attentes du demandeur. Tu voulais savoir si tu battrais les Perses au combat? L'oracle vient de nous être révélé. Il dit que le roi va mourir. Philippe interprète cette réponse comme un présage favorable pour une victoire contre les Perses. Qu'est-ce que tu as, Alexandre? Sois heureux, nous allons attaquer les Perses. Ça m'étonnerait. Mon père en a décidé autrement, et avant que nous ne chevauchions vers la Perse, Parménion prendra la tête de l'avant-garde, sans nous. Quoi? Ils iront sans nous? Est-ce que ton père a déjà oublié à qui il devait la victoire de Kéronée? Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut? Je suis sûr qu'il a peur que je sois bien meilleur que lui. Tu ne devrais pas te soucier autant de ton père, mais plutôt de sa nouvelle épouse. Pourquoi, mère? Père a toujours eu de très nombreuses épouses, pourquoi devrais-je me soucier de la dernière? Ne sois pas naïf. Ton père, vois-tu, te laissera tomber maintenant. Mais pourquoi? Parce que sa nouvelle épouse compte davantage que les autres. Elle compte bien plus que moi. Pas tant pour sa beauté, mais parce qu'elle est d'ascendance macédonienne. Et si elle devait donner un fils au roi, c'est lui qui hériterait du trône. Trinquons, mes amis. Buvons tous à la santé du couple royal. Honneur à eux. Oui, et puisse la nouvelle épouse enfanter un héritier de pure ascendance macédonienne. Tu as entendu? Tu as tué Alexandre! Ne l'écoute pas, il est ivre. Inutile de t'énerver. C'est moi, l'héritier du trône. Excuse-toi, Alexandre. Attal est mon invité. Je le ferai, père. Quand tu me montreras le respect dû à mon rang. Je suis encore le roi. Je suis encore le roi et c'est encore moi qui prends les décisions.
Et toi? Toi, tu me dois obéissance. Oui, obéissance. Je te dois obéissance. Regarde donc un peu la vérité en face. Tu veux conduire ton armée à l'assaut des Perses? Tu n'es même pas capable de te déplacer d'une table à l'autre. Vous n'êtes que des têtes de mule. Ensemble, vous avez unifié la Grèce pour vaincre nos ennemis. Et là, vous vous disputez sous votre propre toit. Viens. Nous ne sommes plus les bienvenus ici. Allez, hors de ma vue. Je ne veux plus vous revoir. Alexandre et sa mère partent alors en exil en Épire, la patrie d'Olympias, une région montagneuse bordée par la mer Ionienne. Pendant des mois, Alexandre et son père n'ont plus aucun contact. S'ils ne se réconcilient pas, le prince risque de voir remise en cause sa place d'héritier du trône. Par ailleurs, on a besoin de lui pour la campagne de Perse. La cour de Macédoine dépêche alors un diplomate en Épire pour tenter d'apaiser la situation. Tu m'as fait demander, mère. Alexandre. Mon vieil ami. Demaratus arrive tout droit de la cour de ton père. Il dit que Philippe tient à se réconcilier avec toi. C'est ce qu'il a dit? Tu connais ton père. Une excuse est plus difficile à obtenir de lui qu'un simple compliment. Mais je peux te garantir qu'il regrette votre dispute et qu'il ne désire rien plus ardemment que le retour de son fils à ses côtés. Ce ne sont que des mots sans valeur. Philippe ne t'a pas encore assez humilié. Au lieu de t'abaisser et de t'agenouiller devant lui, tu ferais mieux de reprendre tout ce qui te revient de droit, mon garçon. Fais-le le glaive à la main. Mais il s'agit de mon père. Zeus est ton vrai père. Laisse-nous seuls. Mère. J'ai appris à choisir, entre bravoure et inconscience, ce qu'il convenait de faire. Tous les nobles de Macédoine ont choisi de défendre la cause de mon père. Alors c'est leur soutien qu'il te faut obtenir. Regarde-toi, mon fils. Tu es tout ce que Philippe n'est pas. Il est vulgaire. Et toi, tu es fin. C'est un guerrier, mais toi, tu es plus valeureux. Toi, tu es d'essence divine. Pas ça, je t'en prie, mère. Non, jamais je ne lèverai la main contre mon père. Mais il n'est pas ton vrai père. Ce n'est pas son sang qui coule dans tes veines. Nous ne lui devons absolument rien. Olympias et Alexandre ont des intérêts communs. L'influence d'Olympias ne s'exerce qu'à travers son fils. Et il est possible que sa vie n'est garantie que si son fils reste au pouvoir. Alexandre a pris sa décision. Il retournera à la cour du roi. Il attendra cependant une année avant de regagner la Macédoine. Un mariage est organisé entre la lignée de Philippe et celle d'Olympias pour réconcilier la famille royale. La querelle entre père et fils a entraîné de graves troubles. Dans l'intérêt du royaume, les deux hommes entendent à présent donner une image d'unité et de force. Mais le roi Philippe ne se doute pas qu'un meurtrier se cache parmi les convives. Regardez tous, le père et le fils enfin réconciliés. Cette réconciliation ne semble pas du goût de tous. Philippe est victime d'un attentat. Il vient d'être poignardé par son propre garde du corps. Père! Qu'on vienne en aide à mon père! Mais il est trop tard. Philippe vient de rendre son dernier souffle à l'âge de 46 ans.
Le roi Philippe est mort. Longue vie au roi Alexandre. Le pouvoir est vacant. Alexandre devient le nouveau roi de Macédoine et le commandant en chef des armées grecques. Longue vie à notre nouveau roi Alexandre! Longue vie à notre nouveau roi! Très vite, une rumeur circule. Alexandre ou sa mère seraient impliqués dans le meurtre. Ils ont tous deux un mobile. Olympias est une suspecte de choix car sa place à la cour est menacée depuis que Philippe a une nouvelle épouse. De plus, elle se sent humiliée par sa rivale. L'assassinat du roi pourrait être un acte de vengeance. Dès le départ, Olympias avait donné l'impression de vouloir conserver sa place à la cour et de défendre son fils bec et ongles. En cela, elle était allée trop loin selon les sources antiques, qui l'ont décrite comme une femme qui outrepassait ses pouvoirs. De là, il est facile d'imaginer qu'elle brise un ménage, empoisonne et pousse au meurtre. Alexandre fait inhumer son père selon la coutume macédonienne. Sa tombe est enfouie sous un tumulus dans la nécropole royale de Vergina. S'agit-il véritablement de la tombe de Philippe II? La question est controversée. Ses somptueux ornements semblent en tout cas l'indiquer. Partout, le regard se pose sur des décors scintillants en or massif. Cette couronne finement ciselée est faite du même métal précieux, tout comme l'urne funéraire richement décorée contenant les cendres royales. Sur le couvercle de l'urne figure l'étoile de Vergina, symbole des rois de Macédoine. La mort de Philippe permet à Alexandre d'accéder au trône, mais elle donne aussi l'occasion aux anciens adversaires de refaire surface. À l'instar de son père, Alexandre doit lui aussi asseoir son nouveau pouvoir, et pas seulement dans sa patrie. Les Athéniens profitent du changement de pouvoir pour remettre en question l'hégémonie de la Macédoine. Les dieux ont fini par exaucer nos prières. Ils ont puni le tyrannique roi Philippe en lui infligeant le châtiment suprême. C'est le moment d'agir. L'heure est venue de nous rebeller contre Alexandre et de partir au combat afin de venger Chéronée. Pour la liberté d'Athènes, prenons les armes. Les tribus du nord du pays sont les premières à se révolter. Puis c'est au tour des grandes cités grecques menées par Athènes et Thèbes. Aucune ne veut être en reste pour prendre part à la rébellion. Alexandre quitte les champs de bataille du nord du pays pour arriver au plus vite aux portes de Thèbes. Avant de prendre d'assaut la ville, il joue la carte de la diplomatie et il propose aux Thébains de les épargner s'ils acceptent de se soumettre. Parle. Les Thébains ne sont pas d'accord. Ils disent préférer se battre pour la liberté plutôt que de se soumettre à un tyran. Certains sont persuadés que tu as perdu la vie au combat. Alors c'est un mort qu'il leur faudra craindre. Les Thébains refusent de se plier à l'autorité d'Alexandre. Celui-ci décide alors de frapper un grand coup. Ses troupes lancent une attaque foudroyante et impitoyable sur Thèbes, rasant entièrement la ville. Plus de 6000 hommes trouvent la mort dans la bataille. Le doute n'est plus permis, ni chez les ennemis d'Alexandre, ni chez ses amis. Le nouveau roi est déterminé à s'imposer par tous les moyens. Il ne fait preuve d'aucune clémence envers les survivants du massacre qu'il réduit en esclavage. Ne jamais montrer la moindre faiblesse. Alexandre a bien retenu la leçon.
La destruction de Thèbes était un signal très clair, adressé à toutes les cités grecques qui auraient voulu remettre en cause l'hégémonie de la Macédoine, fondée sur le fait que le roi de Macédoine était le chef militaire de la Ligue de Corinthe. De la part des citoyens d'Athènes à Sa Majesté Alexandre, souverain du royaume de Macédoine et nouveau chef de la Ligue de Corinthe. Nous te célébrons et te félicitons également pour le châtiment infligé à Thèbes. Nous renouvelons le serment fait à ton père et t'assurons de notre soutien indéfectible comme défenseur de la paix. Enfin, Alexandre succède à son père en tant que commandant en chef des armées de la coalition gréco-macédonienne. Son objectif suivant, poursuivre la campagne entamée par Philippe II contre l'Empire perse, dont les préparatifs sont en cours depuis 2 ans. Au printemps 334 avant notre ère, l'armée d'Alexandre est fin prête. La mission dont il est chargé par ses alliés grecs est claire. Le roi doit libérer les provinces d'Asie mineure occupées par les Perses, où sont établis de nombreux Grecs. Alexandre veut suivre l'exemple d'Achille, le héros de la légende. Comme lui, il compte bien apporter la victoire aux Grecs. Avec une armée de près de 40 000 fantassins, il traverse l'Hellespont, le détroit entre l'Europe et la Turquie actuelle. Avant d'entamer leur campagne militaire, Alexandre et ses compagnons se rendent au tombeau d'Achille. Le roi y apporte des offrandes et fait bénir son armure. Il veut ainsi montrer à ses hommes qu'il s'inscrit dans la continuité du plus grand héros de l'Antiquité. En rendant ainsi hommage à Achille, Alexandre élève au rang de mission divine son projet de guerre contre les Perses, ses ennemis jurés. Les soldats auront bien besoin de la protection des dieux, car le risque est grand de perdre la bataille. Jusqu'à présent, personne n'a jamais réussi à faire plier la puissante armée perse. Alexandre n'a pas peur de la mort. Il veut rompre avec la banalité de sa vie et accomplir des actes héroïques. Plus son adversaire sera redoutable, plus sa réputation en sera grandie. L'offensive débute au printemps 334. Sur les rives du fleuve Granique, une armée de mercenaires tente de barrer la route aux troupes d'Alexandre. Une violente bataille s'engage entre les deux camps. Grâce à son courage et à ses talents de stratège, Alexandre remporte sa première victoire face à l'armée perse, pourtant supérieure en nombre. À la cour de Babylone, le roi Darius III réalise qu'il a sous-estimé l'assaillant macédonien. Au lieu de ses forces militaires habituelles, le souverain perse a envoyé au combat des mercenaires venus du fin fond du royaume. En faisant confiance à cette armée, il a commis une erreur manifeste. Mon grand roi, je te demande de me pardonner pour la mauvaise nouvelle. Alexandre nous a vaincus. Comment est-ce possible? Alexandre a beau disposer de moins de soldats que nous, il est habile, manœuvre avec finesse, et sa maîtrise n'est pas réservée au seul champ de bataille. Que veux-tu dire par là? Il promet une paix durable et une constitution basée sur le modèle athénien à toutes les villes qui lui ouvriront les portes sans combattre. Et il leur promet aussi qu'à l'avenir, ils n'auront plus aucun tribut à payer au roi Darius. C'est ce qu'il affirme. J'ai entendu dire pourtant que chez lui, en Macédoine, il régnait comme le ferait un roi. Souveraineté du peuple et quoi encore? C'est absurde que de croire à cela. Dis-moi ce qu'il recherche en réalité. Les Grecs veulent se venger de la destruction d'Athènes et de l'occupation de l'Asie mineure. Alexandre, en revanche, veut beaucoup plus. Et que veut-il?
le pouvoir. Il aimerait avoir mon trône. C'est exact. Tu ne devrais pas laisser plus longtemps la défense de ton empire entre les mains de tes vassaux. Et qui mieux que toi pourrait conduire nos troupes pour affronter l'ennemi? Il regrettera amèrement d'avoir osé quitter aussi jeune la maison de sa mère. Rassemble nos troupes et annonce-leur que leur roi va partir en guerre. L'immense empire perse s'étend des frontières de la Grèce jusqu'aux confins du monde connu, l'Inde, en passant par l'actuelle Turquie et les États de l'Est du bassin méditerranéen. Sur ce territoire de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, se succèdent montagnes, oueds et déserts, jungles impénétrables et côtes sauvages battues par les vagues. Persépolis était jadis la somptueuse capitale de l'Empire et le centre religieux du pays. Le site archéologique est situé au sud de l'actuel Iran. On devine la splendeur des palais d'antan et la toute-puissance de leurs bâtisseurs. Les bas-reliefs témoignent des nombreuses nationalités qui coexistaient au sein de l'Empire. Syriens, Égyptiens et Indiens, sans oublier les Arabes. Tous se sont rassemblés pour offrir des cadeaux au grand roi Darius à l'occasion de la fête du Nouvel An. L'Empire perse fait figure d'exemple. Les peuples les plus divers y coexistent de façon pacifique. Pourtant, certains d'entre eux s'opposent à toute ingérence étrangère. L'Empire perse s'inscrit dans la tradition des grands empires de l'Orient, comme celui des Assyriens et des Sumériens. L'idée d'empire est fermement ancrée chez les Perses. Pendant des années, ils ont en effet réussi à établir un ordre politique qui a permis une cohabitation dans ces vastes territoires. Mais il faut savoir que l'Empire présentait aussi de grandes faiblesses. En Asie mineure, la domination perse s'est toujours heurtée à des résistances. Alexandre a su tirer parti de tous ces éléments. C'est la raison pour laquelle il a aussi pu se présenter comme un libérateur au sein de l'Empire. Durant la première année de la campagne, Alexandre et son armée se concentrent sur la reconquête des anciennes colonies grecques. En l'espace de quelques mois, il libère plusieurs cités grecques de la côte ionienne. Éphèse, Milet, Halicarnasse, Xanthe et Sidée. Il contrôle déjà une grande partie de la Turquie actuelle lorsqu'il établit ses quartiers d'hiver à Gordion. Dans cette ville, il découvre le char du roi Gordias, conservé dans le temple de Zeus. Alors ceci est supposé être la charrette d'un roi. On dit qu'elle a appartenu à Gordius, le roi des Phrygiens. Quand les Phrygiens cherchèrent un roi, l'oracle leur prédit de choisir le premier homme qui viendrait à bord d'une charrette. Et le hasard a voulu que ce soit Gordius. Alors c'est comme ça qu'on devient roi dans ce pays. Oui, mais ce n'est pas toute l'histoire. Tu vois ce nœud, Alexandre? Qu'a-t-il de particulier? On raconte que celui qui sera capable de défaire ce nœud régnera sur l'ensemble de l'Empire perse. C'est étrange, le nœud n'a semble-t-il ni commencement ni fin. L'histoire du nœud gordien n'est probablement qu'une légende, mais elle en dit long sur la réputation d'Alexandre. Le récit de l'épée parle de lui-même. Alexandre a voulu montrer que par sa propre méthode, il a réussi là où tout le monde avait échoué. Cet épisode a beaucoup impressionné la population locale et l'opinion publique. Pendant ce temps, le roi Darius organise la résistance contre l'envahisseur. À l'automne 333 avant notre ère, il masse ses troupes dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie actuelle pour affronter Alexandre. Ce dernier, impatient de se mesurer au grand roi, met en marche ses troupes.
Mais dans son empressement, il dépasse les Perses, se retrouvant ainsi dans une situation dangereuse. Ces derniers effectuent alors une manœuvre destinée à empêcher les Macédoniens de faire demi-tour. Les belligérants vont s'affronter dans la plaine d'Issos. Le roi de Macédoine, l'homme le plus puissant de Grèce, se retrouve face au roi des rois, Darius, qui commande une armée de 70 000 soldats. Soldats! L'ennemi se dresse dorénavant entre nous et notre grande et fière patrie. Soit nous vaincrons, soit nous périrons tous, parce qu'une retraite est hors de question. Mais ne vous laissez surtout pas impressionner par l'éclat ou la grandeur de l'ennemi. Je vois ce que vous voyez. Mais aucun d'entre vous ne le voit comme moi je le vois. Ce grand roi nous sous-estime. Ayez courage. Vous savez que ce n'est pas la première fois que nous nous trouvons confrontés à la supériorité de l'adversaire, et ce ne sera sans doute pas la dernière fois que nous sortirons vainqueurs. Darius, fort de la supériorité numérique de son armée, est certain de remporter la victoire. Quant à Alexandre, il table sur l'expérience de ses compagnons, l'équipement de ses troupes et la rapidité de sa cavalerie. Une fois l'assaut donné, une bataille sans merci s'engage entre les deux camps. Le sarcophage d'Alexandre est orné d'une évocation de la bataille d'Issos, dont il est le héros. Les bas-reliefs illustrent le déroulement du combat. Les Perses prennent d'abord le dessus, mettant les Macédoniens en difficulté, mais grâce aux qualités de commandement hors pair d'Alexandre, son armée parvient à réaliser une percée. En situation de combat rapproché, les Macédoniens sont supérieurs aux Perses. Alexandre décide donc d'assaillir lui-même son ennemi, sans envoyer la cavalerie. Darius prend alors la fuite, et son armée est en déroute. Les succès d'Alexandre le Grand sont à mettre au compte de l'effet de surprise. On pourrait presque comparer cela à un match de football dans lequel celui qui n'applique pas une stratégie prévisible, mais qui joue sur l'effet de surprise, marque plus de buts. La stratégie d'Alexandre d'attaquer, sans réflexion apparente, là où l'ennemi est le plus fort, est très risquée. Darius s'enfuit vers Babylone. Lancé à sa poursuite, Alexandre découvre par hasard sa tente d'apparat. Alors voilà le luxe dans lequel vit un grand roi. Et dire que ce n'est que sa tente. Mais alors à quoi ressemblent ces palais? Voyez donc ça. Regardez un peu le putain de choix que j'ai pour vous. La mère et les femmes de ce grand roi. Ô puissant roi, tu m'as pris mon fils. Je viens t'implorer d'épargner au moins ces femmes. Ton fils est vivant. Il s'est enfui. Je mène cette guerre contre lui. Pas contre toi. Je t'en prie, pardonne-moi, j'ignorais que... Je veillerai à ce que vous soyez respectés et bien traités. Je vous promets qu'aucun de mes hommes ne s'en tirera impuni s'il osait s'en prendre aux femmes perses. Alexandre, cela a toujours été notre bon droit, le privilège des vainqueurs. Voilà un droit qui semble vraiment manquer de grandeur. Philotas, nous avons montré notre bravoure face aux combattants perses. Nous nous sommes conduits de façon héroïque. Et tu voudrais qu'avec leurs femmes, nous nous conduisions comme des lâches? Non.
Alexandre le Grand a épargné la mère, la femme et les filles de Darius, ce qui est souvent interprété comme un geste chevaleresque de sa part. Je ne m'avancerai pas à porter un jugement à ce sujet. Toujours est-il que c'était pour lui un gage de bonne volonté. Il avait des otages, et il allait de soi qu'il fallait en prendre soin s'il voulait traiter d'égal à égal avec le roi Darius. Plutôt que de pourchasser Darius, Alexandre décide de poursuivre sa conquête vers le sud. Afin de prévenir toute attaque par l'arrière, il veut soumettre les cités phéniciennes des rives de la Méditerranée, alors alliées du roi perse. La plupart des cités l'accueillent en libérateur, à l'exception de Tyr, qui lui résiste pendant plusieurs mois. Alexandre exerce alors une violente répression contre la cité rebelle. Le roi de Macédoine entre ensuite en Égypte, occupée par les Perses. Il agit plus par curiosité pour la civilisation égyptienne que par nécessité militaire. De nombreux Grecs admirent l'empire des pharaons. Et la conquête de l'Égypte assure à Alexandre un prestige considérable dans sa patrie. Il ne pénètre pas dans ce pays en vainqueur, mais se contente d'y visiter les temples et de prier les dieux égyptiens. Aussi, il est accueilli comme le libérateur du joug perse et reçoit des honneurs dignes d'un pharaon. Les Égyptiens le considèrent même comme le fils du dieu soleil, Amon-Ré. Alexandre y voit la confirmation de son rang divin. Le roi de Macédoine entend laisser un symbole fort de son passage en Égypte. À cette fin, il fonde la ville qui porte son nom, Alexandrie. Elle deviendra l'une des plus importantes métropoles de la Méditerranée. Le souverain fait bâtir au total une dizaine de villes. Si Alexandrie n'est ni la première ni la dernière, elle est la plus grande et la plus prestigieuse. Le fait qu'Alexandre ait fondé plusieurs villes revêt une signification toute particulière. Cela indique qu'il ne se préoccupait pas de conquête à court terme, mais qu'il voulait instaurer un règne à long terme. La fondation d'Alexandrie en est le meilleur exemple. Il pensait déjà aux fabuleuses ressources économiques d'Égypte et de l'Orient, et il projetait la construction d'une ville portuaire qui relierait la vallée du Nil, avec l'Égypte et ses richesses, au reste du monde méditerranéen. Alexandre a en tête encore d'autres richesses qui se trouvent dans le royaume perse. Au printemps 331 avant notre ère, il rassemble à nouveau ses troupes. Rien ne peut l'arrêter, pas même l'offre de paix faite par le roi Darius. Alexandre et son armée viennent de franchir l'Euphrate. Ce qui signifie qu'il n'a pas accepté mon offre. De combien de soldats dispose Alexandre? Nos guetteurs estiment que ses effectifs sont d'environ 40 000 hommes en armes. 40 000 hommes. Notre armée lui est nettement supérieure. Nous sommes en mesure de lui en opposer plus du double. Alexandre franchit l'Euphrate, puis avance vers l'est, en direction du Tigre. Darius l'attend près de Gaugamélès, dans l'actuel Irak. Cette fois-ci, le roi perse a choisi un terrain plus favorable pour la bataille, une vaste plaine où son armée pourra pleinement se déployer. Les Grecs ne partent jamais au combat sans avoir la faveur des dieux. La veille, un prêtre accomplit le rituel préalable à l'affrontement. Alexandre et ses hommes ont de bonnes raisons de rechercher un soutien céleste. Darius a mobilisé l'ensemble de ses forces pour constituer une formidable armée. Il a rassemblé plus de 100 000 hommes, Alexandre. Pourquoi as-tu refusé la proposition de paix de Darius? Qu'a-t-il offert pour la libération de sa famille? Toutes les terres se trouvant à l'ouest de l'Euphrate et la somme de 10 000 talents. Il ne nous donne pas plus que ce que nous avons conquis depuis le début. Il est facile d'offrir en récompense quelque chose que l'on ne possède plus. J'aurais accepté sa proposition si j'avais été à ta place, au lieu de risquer de perdre tout ce que j'avais gagné. Si j'étais à ta place, je l'aurais sans doute accepté, Parménion. Mais comme il ne peut y avoir assez de place pour 2 soleils au firmament, la Perse ne sera jamais assez vaste pour héberger 2 souverains. Dire que je croyais que nous nous battions pour venger l'invasion perse de notre patrie. Mais l'idée de nous venger ne t'effleure plus, visiblement.
Tu veux prouver à ton père que tu es devenu plus fort que lui et que tous les héros de la Grèce réunis? Et tu penses vraiment Même si c'est le cas, pour l'instant, nos hommes n'ont délivré que des pays qui avaient tous été soumis à l'occupation des troupes perses. Alors que là, nous nous trouvons sur leur sol et que nous allons les soumettre à notre autorité. Dans ce cas, surprenons les hommes de Darius en attaquant l'ennemi à la faveur de la nuit. Ce serait attaquer en lâche. Je refuse de voler cette victoire. Je veux les affronter loyalement. Nous leur rendrons coup pour coup au lever du jour. Vous avez tous entendu. Installez le campement. Peut-être pourrions-nous essayer de reconnaître au moins le terrain. Si vous voulez. Prenez toutes les précautions nécessaires. Et ensuite reposez-vous en vue de l'attaque. Nous allons livrer demain une grande bataille. L'immense armée de Darius s'étire sur 5 kilomètres. Une attaque frontale serait vouée à l'échec. Alexandre opte alors pour une manœuvre de diversion. La cavalerie d'Alexandre avance d'abord parallèlement aux lignes de l'infanterie perse, tandis que ses fantassins lancent un assaut au centre. La stratégie d'Alexandre consiste à feindre de contourner les Perses pour mieux les diviser. À cette fin, il les attire derrière lui, jusqu'à ce qu'une brèche s'ouvre dans la ligne de front. À ce moment, ses cavaliers changent brusquement de direction. Ils s'enfoncent dans la brèche pour assaillir Darius. Seule la garde rapprochée du roi leur barre encore le passage. Immobile, Darius voit alors Alexandre et ses cavaliers fondre sur lui. Mon roi, il est trop dangereux de rester ici. Prends mon cheval et va te mettre à l'abri. Que je m'enfuis? Encore une fois? Il le faut. Tant que tu resteras en vie, l'Empire ne sera pas perdu. En route. Alexandre! Mon père a besoin de toi sur le flanc gauche. Sinon l'ennemi prendra notre campement. Ce n'est pas possible vu qu'elle est incapable! Darius! Comme à Issos, Darius s'enfuit avec sa garde. Cette déroute scelle définitivement la défaite des Perses. Plusieurs artistes de l'Antiquité ont immortalisé la bataille de Gaugamélès. Aujourd'hui, l'assaut d'Alexandre contre Darius serait considéré comme une agression, mais en son temps, Alexandre a été célébré comme un glorieux guerrier. La victoire de Gaugamélès a montré au peuple perse qu'il ne pouvait plus faire confiance à la puissance militaire de son roi. Après tout, Alexandre n'a pas eu besoin d'employer la force pour conquérir les grandes cités perses. Babylone lui a ouvert ses portes, tout comme Suse et Ecbatane. Les Perses ont donc rompu de leur propre chef avec l'empire des Achéménides et avec Darius. En 331 avant Jésus-Christ, Alexandre entre en vainqueur à Babylone, la plus importante métropole de l'Orient. Il y est accueilli par une foule en liesse. Babylone est riche d'une histoire plus que millénaire. L'un des édifices les plus célèbres de la ville est le temple dédié au culte du dieu Marduk, qui aurait inspiré le mythe de la tour de Babel. C'est comme je te l'avais dit.
Les attentes n'étaient qu'un avant-goût de ce qui nous attendait sur place. Incroyable. La grande et fière Athènes paraît bien insipide comparée à Babylone. Cette cité est de loin la plus extraordinaire de toutes celles que mes yeux ont contemplées. Jusqu'à présent, Alexandre et Héphaïstion ne connaissaient Babylone et l'Empire perse que par des récits. Ils découvrent une cité luxueuse qui ne correspond pas aux descriptions qu'en avait faites leur précepteur Aristote. Ce dernier pensait que Perses et Babyloniens étaient des barbares. Or, Alexandre découvre une réalité bien différente. Babylone est le berceau d'une civilisation raffinée. Le souverain du petit royaume de Macédoine est parvenu à ses fins. Il va régner sur l'empire universel de Perse. Alexandre veut installer le siège de son pouvoir à Babylone et faire bâtir de nouveaux monuments pour embellir encore la ville. Et dire qu'Aristote osait qualifier les Babyloniens de barbares. Aristote n'a jamais eu la chance de voir leur cité. Si les barbares sont capables d'autant de prouesses, alors je veux bien être leur roi. Après Babylone, Alexandre s'empare de Suse avant d'arriver à Persépolis, où se trouve le trésor royal de Perse. Alexandre a besoin de ses richesses pour financer ses guerres de conquête. La plupart de ses soldats considèrent cette ville comme le but ultime de leur mission. À Persépolis, les Macédoniens sont déterminés à mener à son terme la guerre de vengeance entamée contre les Perses. Nous nous sommes vengés des Perses sur le champ de bataille. Il est temps de finir notre œuvre en apothéose, en mettant le feu à leur cité. Alexandre, qu'est-ce que ça signifie? Tu es le nouveau roi de Perse maintenant. Pourquoi veux-tu mettre le feu à ton propre palais? Peut-être a-t-il raison. Quel genre d'homme êtes-vous donc? Nous n'avons pas le droit de déshonorer leurs épouses, et nous devrions aussi renoncer à un grand feu de joie? Est-ce là votre conception de la vengeance? Inutile d'insister, mon fils. Nous avons rempli notre mission. Il est temps maintenant pour nous de rentrer en Grèce. Pas question! Parce qu'avant cela, je tiens personnellement à traîner la dépouille de Darius dans les rues. Tout ce que vous voyez ne vaut rien tant qu'il est encore en vie! La fête tourne à la catastrophe. Le palais est presque entièrement détruit dans un immense brasier. Les soldats s'empareront des rares objets épargnés par les flammes. De nombreuses hypothèses ont été formulées au sujet de l'incendie de Persépolis. Aujourd'hui encore, les historiens ignorent si Alexandre a agi ou non par impulsion. La destruction de Persépolis pose un problème dans la mesure où elle va à l'encontre de la politique telle que la concevait Alexandre. Il y a des explications très diverses à cela. Selon une hypothèse répandue, il aurait agi en état d'ivresse. Mais il existe aussi des explications rationnelles. D'après l'une d'elles, la guerre de vengeance contre les Perses, qui était à l'origine de toute l'expédition, devait se traduire par un geste symbolique fort. L'incendie de Persépolis serait ainsi une sorte de concession à son armée, une façon de dire « voilà enfin ce que vous attendiez depuis longtemps ». À Persépolis, Alexandre congédie une partie de ses troupes, avant tout des Grecs, et les renvoie dans leur foyer. La guerre est officiellement terminée. Avec le reste de son armée, il se lance à la recherche de Darius, qui a pris la fuite dans la région de l'Afghanistan actuel. Cette course-poursuite aura une issue tout à fait inattendue. Nous l'avons retrouvé. Après la victoire d'Alexandre à Gaugamélès,
Darius a perdu le soutien de ses sujets. À leurs yeux, il fait désormais figure de traître. Le roi de Perse vient d'être assassiné par ses hommes. Il est mort. Tu as ce que tu voulais. Il est temps de repartir maintenant. Un souverain ne doit perdre la vie que par la main d'un roi. Il faut punir ces assassins parce qu'ils n'ont pas mis seulement son autorité en péril, mais aussi la mienne. Ça suffit, Alexandre. Tu es le roi de Perse. Que te faut-il de plus? Si ton père et toi aviez montré plus de courage durant la bataille de Gaugamélès, alors le grand roi Darius aurait trouvé la mort de mes mains. Sans nous, tu ne serais jamais arrivé aussi loin. Continue comme ça et tu finiras par te retrouver toi aussi dans la poussière comme Darius. Tu oses me menacer? Allez-toi avant que je ne perde mon sang-froid! J'en ai assez. Nul ne contestera mon autorité, qu'il soit ami ou ennemi. Et ce n'est pas la première fois que Philotas ose me défier. Mais cette fois, il est allé beaucoup trop loin. Philotas n'est qu'un pauvre et cervelé. Et il m'a également caché que mes soldats fomentaient actuellement une rébellion. Je sais pourquoi maintenant. C'est lui qui tire les ficelles de ce complot. Il n'en tirera pas avantage. Je vais prendre les devants. Alexandre, nous nous connaissons depuis l'enfance. Nous devons rester unis. Tu veux que j'attende qu'il me tue pour t'apporter enfin une preuve tangible? Il a menacé de me tuer. C'est un acte de trahison. Pour ça, il doit mourir. Après un procès expéditif, Alexandre fait torturer puis exécuter Philotas, son ami d'enfance devenu l'un de ses généraux. Mais cela ne lui suffit pas. Il fait assassiner Parménion, le père de Philotas. Il s'agit là d'un avertissement adressé à tous ceux qui oseraient à l'avenir lui tenir tête. Wenn jemand auf einer so wichtigen Philotas, qui occupait une fonction importante, ne semblait plus digne de confiance. Dès lors, Alexandre a sans doute agi par instinct de conservation. Après avoir fait exécuter Philotas, il a aussi supprimé son père, Parménion, un de ses plus brillants généraux, à qui ses armées étaient totalement dévouées. Au nom de la raison d'État, Alexandre n'a pas voulu prendre le risque de voir Parménion le trahir. Dans toute cette affaire, il s'est montré inflexible. Il fait exécuter ses fidèles compagnons. En revanche, il fait inhumer Darius, son ennemi juré, avec tous les honneurs dus à son rang. Le roi perse est enterré dans les tombes royales rupestres près de Persépolis. Alexandre poursuit sa conquête des provinces reculées de l'Empire, l'Afghanistan actuel, où il lui faut encore affirmer son pouvoir. Afin d'assurer l'intendance de son armée, il fonde de nouvelles villes, dont Hérat et Kandahar. Puis il conquiert Bactre. Les Macédoniens sont épuisés par les conflits incessants avec les chefs de tribus. La région est difficile à contrôler d'un point de vue militaire. C'est à ce moment que les troupes d'Alexandre capturent la fille d'un chef de tribu, une princesse d'une grande beauté. Il en fait sa prisonnière. On dit que le roi est tombé amoureux d'elle au premier regard. Son nom, Roxane, qui signifie petite étoile. Alexandre épousera bientôt la jeune princesse perse. Comme toujours, les actions du roi sont guidées par des enjeux politiques. Son mariage avec Roxane pourrait donner naissance à une nouvelle dynastie qui unirait à jamais la Grèce et l'Empire perse. Ce mariage est un message adressé à tous les sujets de l'Empire d'Alexandre. Il y avait déjà eu des mariages entre Grecs et Perses auparavant,
Bien sûr, mais pas au niveau des familles royales. Alexandre se démarque en ne choisissant pas une femme grecque, alors que c'est ce qu'on attendait de lui, à l'image de son père qui avait épousé une grecque en deuxième noces. Le choix d'Alexandre est tout à fait symbolique. Il épouse une princesse perse pour montrer à tous qu'il est le nouveau grand roi de Perse. Alexandre adopte rapidement les us et coutumes perses. Ses sujets doivent maintenant se prosterner devant lui et lui faire le baise-main. De l'avis des Perses, s'il n'exige pas d'être salué de cette manière, il ne pourra pas asseoir son autorité. Ces nouvelles règles suscitent une forte résistance parmi ses compagnons de longue date. Habitués jusque-là à s'adresser à leur souverain de façon décontractée, ils se refusent à faire des gestes d'allégeance, notamment Kleitos, un des compagnons qui lui a sauvé la vie à la bataille du Granique. Un refus qui aura de funestes conséquences. Tu ne veux pas me témoigner de respect? Oh, si. Mais je ne m'agenouille que devant les dieux. Je suis pourtant d'essence divine. Et mes actes de courage dépassent ceux d'Héraclès et d'Achille. Si ça te fait plaisir. Tu es un humain, tu es fait de chair et de sang comme nous tous. Nous avons combattu côte à côte et remporté des victoires ensemble. Et là, tu demandes que je m'agenouille devant toi. Tu oublies que je suis ton grand roi. Je ne demande rien d'autre que le respect dû à mon rang imminent. Tu nous traites comme le font ces barbares perses. Tu oublies qui sont tes amis, Alexandre. Je vous ai procuré plus de gloire et de richesse que vous n'en aviez jamais rêvé. La gloire? Nous avons tous mérité de connaître cette gloire. Et maintenant, tu la veux pour toi seul? Dis-toi que tout l'or que tu possèdes ne suffira jamais pour t'offrir le respect que tu as perdu depuis que tu préfères les manières des barbares perses à nos traditions. Je t'ai demandé de te taire! Durant 3 jours et 3 nuits, Alexandre pleure l'ami d'enfance qu'il a tué dans un accès de rage. Jamais plus il n'exigera de ses proches un geste d'allégeance. Le jeune roi poursuit sa progression vers l'Est. Voilà près de 7 ans qu'il a quitté sa patrie avec ses troupes. Il se retrouve maintenant face à une gigantesque montagne, l'Hindu Kush, qui semble infranchissable. Alexandre ne se laisse pas décourager. Il envoie quelques hommes en éclaireur et part lui aussi explorer le site. Jamais un Grec n'est allé aussi loin. Son tempérament de conquérant se révèle alors pleinement. Il ne s'agit plus pour lui de supprimer les derniers îlots de résistance. Attiré par l'immensité et l'inconnu, il n'a qu'une idée en tête, conquérir le monde entier. Sa décision est prise, il va poursuivre l'aventure. Pas question pour lui de faire demi-tour. Te souviens-tu de ce qu'Aristote disait en parlant de ces montagnes quand nous n'étions que des enfants? Non. Non, je ne m'en rappelle pas. Il évoquait des sommets si hauts qu'aucun aigle ne pouvait les survoler. Et là, derrière, se trouve la fin du monde. Et aucun Grec ne l'a jamais vu, Héphaïstion. Je vais demander que les hommes se tiennent prêts à se mettre en marche dès l'aube, Alexandre. Et vers midi, nous aurons franchi le premier de ces cols.
Après la conquête de l'Empire perse, on pouvait estimer que la Grèce avait pris sa revanche et qu'elle allait se contenter de cette victoire. Il est intéressant de voir qu'Alexandre ne s'arrête pas là et ne fait pas demi-tour. Cette décision reste un mystère pour ses contemporains. Ils pensaient qu'Alexandre était poussé par un désir ardent de découverte. Les Grecs représentaient la Terre comme un disque plat. Ils pensaient que le monde connu s'arrêtait en Inde et qu'un océan extérieur entourait l'ensemble des terres émergées. Or, en progressant plus loin vers l'Est, Alexandre se rend compte que le monde est bien plus vaste que ne le pensaient les savants de l'Antiquité. D'après les sources historiques, 135 000 personnes vont suivre Alexandre dans son expédition. Cette troupe, aux effectifs 2 fois plus nombreux qu'au début de sa campagne, ne compte pas que des soldats. Le roi emmène aussi avec lui des musiciens, des femmes et des fabricants d'armes, ainsi que des scientifiques qui étudient les pays étrangers. La conquête de l'Inde permettra d'acquérir une foule de connaissances nouvelles. Au XIXe siècle, Alexandre est d'ailleurs surnommé le Christophe Colomb de l'Orient. Le but premier de l'expédition n'est pas d'étudier les plantes et les animaux pour leur intérêt scientifique. Alexandre veut explorer de nouvelles contrées pour trouver la meilleure façon de les conquérir. Car c'est bien de cela qu'il s'agit en fin de compte, une conquête guerrière. À mon sens, Alexandre a aussi la volonté de passer à la postérité et de surpasser ses légendaires ancêtres. L'Inde, pays aux 1000 merveilles. Le climat chaud et humide de la région ralentit la progression de l'armée, et la faune exotique n'est pas sans danger. Par ailleurs, la mousson transforme tout le paysage en marécage infranchissable. De plus, les Macédoniens vont devoir relever un autre défi. Sur les rives de l'Hydaspe, le roi indien Poros s'apprête à affronter les intrus. Son armée est aussi importante que celle d'Alexandre, mais il dispose en plus d'une armée d'éléphants. Débute alors une bataille sanglante, dont l'issue reste longtemps incertaine. Finalement, après de lourdes pertes essuyées par les deux camps, les Macédoniens remportent la victoire. La bataille de l'Hydaspe est la dernière que livre l'armée d'Alexandre. Ces guerriers sont à bout de force, éprouvés par les innombrables combats qu'ils ont menés. Et Alexandre subit une grande perte. Bucéphale, son fidèle compagnon depuis l'enfance, s'est effondré sur le champ de bataille, sans doute mort d'épuisement. En dépit de ses revers de fortune, Alexandre veut poursuivre sa conquête. En l'espace de 8 ans, lui et ses hommes ont parcouru près de 20 000 kilomètres. Lassés, ils refusent d'aller plus loin et veulent retourner en Grèce. Alors, qu'as-tu décidé? Nous nous trouvons à 2 doigts du but, Héphaïstion. C'est la fin du monde. Nous pourrons la voir de nos propres yeux. Ce sera un acte de héros. Nul autre ne pourra jamais surpasser un aussi grand exploit. Nos noms seront immortels. Je te comprends, Alexandre. Et tu sais aussi que moi je t'ai suivi fidèlement. Mais je suis obligé de te dire qu'il te sera impossible d'empêcher tes hommes de rentrer. Et si tu les contrains à te suivre, j'ai peur qu'ils ne se rebellent. Ils préféreront mourir ici, et de ta main, que de te suivre jusqu'à la fin du monde. Achille et Patrocle, tu te souviens? Nous deux, nous voulions leur ressembler. Nous étions comme eux, mais nous avons fait mieux qu'eux. Tous deux, ils sont tombés au combat. C'était leur destin. Ces héros se sont lancés un défi. Et nous, quel avenir avons-nous? Une vie dans un palais magnifique, probablement entouré d'hypocrites flatteurs, d'obséquieux profiteurs, bénéficiant des largesses de femmes nobles,
assistant à des parties de chasse interminables. Voilà ce qui nous attend dans nos magnifiques palais, Héphaïstion. Est-ce la vie dont nous avions rêvé? Alexandre, tu es maintenant le souverain d'un empire. Tu l'as conquis à dos de cheval, mais il te sera impossible de le diriger à dos de ce même cheval. Tu ne peux pas te battre éternellement. Et si malgré tout tu continues, ton règne ne durera pas longtemps. Alexandre finit par céder, mais seulement après l'annonce par l'oracle de présages défavorables. À contre-cœur, il donne le signal du retour. Mais pour regagner la Macédoine, il choisit une nouvelle route, inconnue. À cette fin, il fait construire une immense flotte pour descendre l'Indus jusqu'à l'océan Indien et parvenir ainsi au bout du monde. Puis il partage son armée en deux. La flotte reçoit pour mission d'explorer les côtes en direction du golfe Persique. Avec le reste des troupes, Alexandre emprunte la voie terrestre. Il se retrouve dans une immense région désertique dont la traversée est éprouvante. Une fois parvenu à Babylone, Alexandre a perdu plus d'hommes morts de faim et de soif que dans l'ensemble de ses batailles. Le destin continue à frapper. Héphaïstion, son ami le plus proche, tombe gravement malade, sans doute victime du paludisme. Tu n'as pas le droit de m'abandonner maintenant. Nous avons encore de nombreuses choses à réaliser. Je suis Patrocle et toi... Et toi, tu es... Achille. Il me faut mourir avant toi, mon ami, comme le dit la légende. C'est écrit ainsi dans l'Iliade. Alexandre a perdu de nombreux compagnons d'armes, certains tués de sa propre main. Mais la mort d'Héphaïstion lui brise le cœur. Le roi organise de somptueuses funérailles pour son ami. À Babylone, il prépare des jeux funèbres avec 3000 participants et fait ériger un immense bûcher. Six mois plus tard, Alexandre tombe malade à son tour. Le bruit court qu'il aurait été empoisonné. Mais il semble plutôt qu'il soit victime lui aussi d'une crise de paludisme. La maladie du roi suscite l'inquiétude quant à l'avenir de son empire. Roxane porte leur enfant, certes, mais Alexandre n'a désigné personne pour exercer la régence. Alexandre, qui doit diriger ton empire? Le plus valeureux d'entre vous. Alexandre meurt le 10 juin 323 avant notre ère. Il a émis le souhait que le meilleur de ses compagnons lui succède, mais son empire s'effondrera en l'espace de quelques décennies. Toutefois, son immense héritage lui survivra. L'héritage d'Alexandre est présent tant dans le domaine politique que dans les domaines légendaires et littéraires. Au plan politique, on retiendra son idée d'empire universel, où les peuples disposeraient d'une administration autonome, mais coexisteraient en paix sous une gouvernance monarchique. Dans la légende, il restera comme un personnage fédérateur sans équivalent dans l'histoire. Il est passé à la postérité de l'Islande à Sumatra, de la Chine à la Malaisie. Les rois de Malaisie, par exemple, sont aujourd'hui encore considérés comme les descendants d'Alexandre. Il apparaît dans le Talmud, la tradition juive, il joue aussi un grand rôle dans l'islam. On dit qu'il aurait conquis la Mecque et combattu les idoles. Il est aussi le premier Mahomet de la tradition islamique. Autant de caractéristiques qu'on ne retrouve chez aucun autre personnage historique. Alexandre le Grand, né prince de Macédoine, est mort grand roi de Perse. Il a conquis de vastes territoires au-delà des frontières du monde connu. Ses successeurs le font inhumer dans la ville égyptienne d'Alexandrie,
contrairement à ses dernières volontés. L'emplacement exact de sa sépulture est tombé dans l'oubli. Alexandre le Grand a forgé sa propre légende de conquérant héroïque. Après sa mort, d'autres continuent d'alimenter la légende, au-delà des générations et des frontières. Aujourd'hui, on regarde d'un œil critique sa grandeur obtenue par la force, mais la fascination qu'il inspire reste intacte. Il n'a pas seulement conquis le monde, il a changé le cours de son histoire.